Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la grande inflexion. La relance sera écologique et solidaire. Je suis Salia Marié, directrice des opérations de l'agence Lucie, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos intervenants pour cette conférence. Je les remercie chaleureusement d'être là avec nous. Je serai donc accompagnée de Anthony Benamou, qui est enseignant et économiste à Paris Sciences Po. Également Anthony qui va vous parler justement de cette inflexion et notamment le plan de relance pour la transition écologique. Ensuite, nous avons William Hubelmann, qui est manager au sein du cabinet Goodin Management, expert en RSE, qui va vous présenter une étude inédite sur la maturité RSE des TPE-PME et notamment des chiffres que révèle cette étude et le niveau d'avancement des TPE en termes de RSE. Nous avons également Pierre Giraud, qui est président de France Qualité, qui nous parlera justement du rôle de France Qualité et des réseaux en général pour accompagner cette transition. Et enfin, Gérard Capelli, qui est donc expert qualité RSE, membre de la commission de normalisation AFNOR et copilote du label Rexelis, proposé par France Qualité pour engager les TPE-PME dans la RSE. Pour vous parler aussi du rôle des labels dans cette transition écologique. Et enfin, je conclurai cette conférence avec la présentation du partenariat que nous avons avec France Qualité pour justement aussi accompagner cette transition. Et je laisse la parole du coup sans tarder à Anthony. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok. Bon, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler justement de relance écologique, notamment. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout me concentrer. Je suis économiste, donc je vais me concentrer, je vais repartir de la macroéconomie et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'a créé Covid et comment en sortir. Et on verra qu'une façon d'en sortir, c'est notamment l'écologie. Très rapidement, si on doit revenir sur la crise de la Covid, c'est le graphique de gauche. Vous verrez, il n'y a aucun trucage. Il n'y a que des graphiques, pas de texte, d'accord? Et puis je vous parle. C'est le graphique de gauche. La vraie donnée à retenir sur Covid, c'est le fait qu'on ait perdu 8 ans de croissance. En fait, le taux de croissance en 2020, donc là, c'est ce qu'on appelle l'évolution du PIB, diminue de 8% par rapport à l'année précédente, par rapport à 2019. Ce qui nous fait revenir à un niveau de PIB. Donc le PIB, c'est la richesse nationale créée par les entreprises dans un pays, ce qui nous fait revenir à un niveau de PIB équivalent à celui de 2012. Donc le chiffre à retenir, c'est 8 années de perdu. 8 années de perdu. On va rebondir en 2021, d'accord? On va faire 6,5% de croissance, mais quand on fait 6,5 après moins 8, il reste toujours un delta. Donc on n'aura pas comblé totalement les pertes. Et ça, c'est le graphique de droite. Sur le graphique de droite, je prends le point 100, ok, et je le pose à fin 2019. Que s'est-il passé? On a perdu, donc vous voyez 2020, la chute de moins 8%, d'accord? Et puis ensuite, c'est les différents scénarios. Dans le scénario le plus favorable, qui semble d'ailleurs assez probable, on récupérera le niveau de fin 2019 d'ici le premier semestre 2022, d'accord? Dans le niveau le plus défavorable, dans le cas où le variant Delta, le variant Mu, le variant le suivant, ok. Dans le cas où il y aurait d'autres variants et donc d'autres restrictions sanitaires associées à la crise de la Covid, on pourrait avoir une reprise qui prendrait beaucoup plus de temps et on reviendrait dans un cas défavorable au niveau de 2019 d'ici 2022, d'accord? À la fin 2022, pardon. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est de savoir que en 2022, il va se passer quelque chose. En revanche, l'autre point intéressant que vous dit ce graphique, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la tendance qui était prévue avant la crise? C'est ce que j'appelle ici, c'est la droite contrefactuelle. Comment le PIB aurait évolué s'il n'y avait pas eu la crise? Et là, vous le voyez, l'écart entre mes droites en tiré et ma droite en trait plein, il ne se résorbe pas. Et il n'est pas prêt de se résorber. Donc là, on a un vrai sujet. On a perdu, donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'air sous la courbe, on a vraiment perdu des années de croissance. Et on ne retrouvera pas ces années de croissance. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est très important. Du coup, ça pose une question très importante également, c'est mon graphique de gauche, c'est est-ce que cette crise accélère
le processus dit de stagnation séculaire qu'on pouvait observer dans les économies développées. Très rapidement, la stagnation séculaire, c'est une thèse selon laquelle la croissance économique des pays développés ne peut plus croître. Et en gros, on a une croissance qui tourne autour de 0, voire 1%. Donc en fait, c'est une croissance qui n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des populations. C'est ce qu'il faut retenir. Et ce qu'on appelle la croissance potentielle en France, la croissance potentielle, c'est donc ce régime de croissance de long terme. La croissance potentielle en France était estimée avant la crise à 1,3%. C'était déjà pas beaucoup, d'accord ? Avec la crise, beaucoup de calculs ont été faits. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, on peut se tromper, mais on a l'impression que le rythme de croissance tendanciel va encore diminuer et s'établir à 0,9%. Donc, on va faire 6% en 2022, on va faire peut-être 4% en 2023, et puis ensuite, on va revenir vers un niveau tendanciel. Et ce niveau tendanciel, c'est 0,9%. Et là, c'est un niveau qui est globalement bas. C'est un rythme d'expansion qui est globalement bas. Je vous rappelle qu'en France, pour créer des emplois, il faut au moins 1,5% de croissance. Donc avec 0,9%, ça signifie que la France serait condamnée à un taux de chômage structurel de 8% de la population active. Et ça ne fait pas plaisir. D'accord ? Donc on est assez embêté. Et donc on se pose la question, mais est-ce qu'il y a des solutions contre cette stagnation séculaire ? Alors avant même de répondre à cette question, je voudrais quand même vous montrer ce graphique de droite qui est très intéressant. Il a été fait à partir des travaux des données des Nations Unies. Ici, vous avez une représentation de la croissance du PIB mondial sur très, 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 très long terme. Vous voyez, on repart de l'an 0. D'accord ? Donc bon, que vous dit ce graphique ? Ce qu'il y a de passionnant, c'est que pendant 1800 ans, la croissance mondiale était proche de 0%. Elle était faible, d'accord ? Et puis, au 19e siècle, il y a un décollage, et puis c'est presque exponentiel. Vous voyez que le taux de croissance va évoluer de façon très rapide à partir du 19e siècle. La raison, c'est tout simple. La raison, c'est la révolution industrielle. À partir du moment où on a commencé à avoir une révolution industrielle, à avoir des innovations, du progrès technique, on a réussi à pousser vers le haut le taux de croissance des économies. Ça, c'est un point qui est important. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette montée du taux de croissance, elle est valable que sur 200 ans. C'est beaucoup 200 ans. Mais à l'échelle du monde, à l'échelle de 2000 années, c'est très faible. D'accord ? Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce taux de croissance structurellement bas vers lequel les économies développées reviennent n'est pas en fait tout simplement le taux de croissance normal des économies développées ? Puisqu'on a vu pendant 1800 ans, en fait, il n'y avait pas de croissance. Et pour répondre à cette question, là, on a deux grandes écoles qui s'affrontent. On a d'abord la première école qui sont les tenants de la stagnation séculaire qui vous disent ce qu'on a vécu avec la révolution industrielle, c'est très important, c'est très bien, mais on ne le revivra pas. Pourquoi ? Parce que le processus d'innovation serait un processus à rendement décroissant. Je m'explique. Un processus à rendement décroissant, si je vous pose la question aujourd'hui de choisir entre l'eau courante dans votre foyer et votre smartphone, il est fort probable que vous choisissez l'eau courante. Autant dire que iPhone ou Samsung, votre dernier smartphone, vous apporte une utilité, mais toujours moins élevée que l'utilité de la précédente innovation. Donc c'est ça le processus de rendement décroissant dans les innovations. Et si on suit cette thèse, alors on est condamné à stagnation séculaire. En revanche, il y a une deuxième thèse qui est de dire qu'on va vers une quatrième révolution, grande révolution, qui est donc non pas une révolution industrielle, mais une révolution énergétique. C'est en fait tout simplement le vert qui viendrait remplacer le brun, si je devais simplifier par des couleurs. Et ça, la puissance publique l'a comprise. Et comme elle l'a compris, elle a décidé elle a trouvé une fenêtre de tir, une opportunité avec la crise pour dépenser. Vous connaissez le sujet du quoi qu'il en coûte, on ne sait même plus combien ça coûte. Et puis, autant du coup mettre sur la table des millions et des milliards d'euros. De toute façon, ça va dans la dette. Bon, c'est un autre sujet dont on pourra parler une prochaine fois. Et dans le plan de relance lancé par le gouvernement en septembre 2020, 100 milliards d'euros, dont un tiers consacré à la transition énergétique. Donc ça, c'est un signal qui est quand même très très fort. Et la puissance publique a également compris autre chose qui est très important, c'est que les entreprises doivent être au cœur de cette transition. D'accord ? Elles sont
un acteur incontournable de la transition énergétique. Donc ici, je vous ai détaillé très rapidement les différentes mesures, donc les 30 milliards d'euros, les différents projets. Je pense que les diapos seront communiqués hein, si vous en avez besoin. Et ce que j'ai fait à côté de ça, c'est que j'ai essayé de vous montrer, donc ça ce sont les chiffres qui datent de fin août, j'ai essayé de vous montrer sur les projets dits écologiques quel est l'effort, l'action des entreprises. Et typiquement, vous voyez sur par exemple la modernisation de la filière automobile ou bien de la filière aéronautique, il y a beaucoup de milliards qui sont alloués par l'État et il y a déjà beaucoup de projets qui ont été déposés par les entreprises et beaucoup qui ont été acceptés. Et pour moi, le point vraiment important dans ce tableau, je dirais que c'est la dernière colonne. C'est ce que j'ai appelé ici l'effet multiplicateur. Typiquement, vous voyez sur la première ligne, là, sur la modernisation de la filière automobile, quand l'État alloue 280 millions d'euros aux entreprises pour procéder à la modernisation de la filière automobile, okay, les entreprises investissent 793 millions. Donc vous avez un effet multiplicateur ici de 2,9, ce qui montre bien l'impulsion des entreprises dans cette transition écologique. Pour conclure, ce que je dirais, la transition écologique, elle est très importante, elle est fondamentale parce que l'enjeu majeur, c'est de sauver le monde, okay, et je pense que c'est très important. Mais cette transition, les enjeux ne sont pas qu'écologiques, ils sont également économiques. Je vous rappelle cette formule qui est très connue, que vous connaissez, la fin du monde versus la fin du mois. D'accord ? Et donc, si on veut que les Français acceptent la transition écologique et soient des acteurs de cette transition, il faut qu'elle s'accompagne d'une croissance économique dite durable. Et c'est le seul moyen de rendre cette transition socialement acceptable. Donc les enjeux sont tout autant écologiques qu'économiques. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc moi c'est William Hubelman, je suis manager dans un cabinet de conseil qui s'appelle Goodwill Management et nous on accompagne nos clients dans leur stratégie RSE et également à mettre en place des modèles économiques plus responsables. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une étude qu'on a menée cet été autour de la RSE dans les TPE-PME et du coup pour faire un peu la transition, c'est bien l'occasion, on voit bien qu'il y a des financements, il y a des aides aux entreprises. Et notamment pour les PME, les TPE, et on s'est posé la question de vers quoi orienter si une entreprise souhaite développer des démarches responsables. On a parlé de transition écologique, on peut aussi parler de transition sur des domaines plus sociaux dans l'entreprise, bref, ou sur quoi ces entreprises peuvent investir pour progresser. En 3 points, l'étude elle répond aux questions suivantes. D'abord, on s'est posé la question de où elles en sont aujourd'hui, ces TPE-PME. C'est finalement un sujet assez peu renseigné, notamment par la recherche. Et donc, dès qu'on peut avoir des données sur ce sujet-là, la maturité des TPE-PME en RSE, c'est assez intéressant de faire le point, où on en est. La deuxième question, c'est quels sont les profils types des TPE-PME engagés en RSE ? Et là, ça intervient par rapport à une question qui est est-ce que finalement les TPE-PME vis-à-vis de la RSE, c'est un gros bloc homogène, ou est-ce que finalement on peut distinguer des différences et du coup peut-être des approches différentes à mettre en place pour orienter leur montée en puissance sur la RSE. Et enfin, des leviers à actionner et si possible, raccord avec des profils différents qu'on aura identifiés. Donc l'originalité de cette étude, c'est qu'on n'a pas fait une étude pour faire une étude. Les résultats ils proviennent d'un outil d'autodiagnostic de maturité qu'on a mis à disposition avec la Maïf et Baker Tilly Strego, un outil qui est très facile, accessible en ligne, sur lesquels les entreprises peuvent tester et évaluer leur niveau de maturité. Et donc, on a réduit, bien sûr, pour cette étude, l'échantillon au seul TPE-PME, et ça fait à peu près 330 entreprises qui ont répondu durant cette période de l'été sur laquelle on a fait le questionnaire. Et au final, c'est cool, on a un échantillon assez représentatif, là vous voyez, entre les différentes tailles d'entreprises, les moins de 10, 10-49, plus de 50, c'est assez équilibré, on a un échantillon assez représentatif. Les principaux enseignements qu'on tire de l'analyse des résultats, dans un premier temps, c'est des choses qui sont finalement pas surprenantes, des choses pour lesquelles on avait pas mal d'intuitions. Je pense notamment à une étude de BPI France qui avait été faite sur les PME. Et donc,
ça vient confirmer certaines choses qu'on sait déjà. Le niveau de maturité moyen des entreprises qui sont intéressées par la RSE, il est moyen, c'est 10 sur 20, on a le bac sans mention. Il y a des sujets sur lesquels elles sont plus à l'aise si on prend vraiment les TPE-PME dans leur ensemble, le social, les relations avec les collaborateurs, un peu au-dessus, et l'environnement qui reste le point faible, un axe de progrès, et donc peut-être sur lequel orienter les financements. Et donc ça, c'est pas vraiment des surprises quand on prend l'échantillon dans son ensemble. Et enfin, un peu plus intéressant, et on verra ensuite ce que ça va donner, mais on voit que, mine de rien, si on avait fait cette étude il y a peut-être 10 ans, on a quand même une évolution des sujets et des niveaux de maturité des TPE-PME. Je pense notamment sur des sujets tels que le bilan carbone, la protection des données. Bien sûr, tout ça, ça a été drivé par la réglementation, mais c'est des sujets où hier, beaucoup de TPE-PME disaient « c'est pas pour moi, c'est pas concret ». Aujourd'hui, elles passent clairement à l'action. Et donc, des terrains un peu plus inexplorés, là où on ira demain, ça sera plus la biodiversité, le numérique responsable sur lesquels ces entreprises, elles manquent d'outils concrets. Du coup, c'est intéressant, on peut obtenir, notamment vis-à-vis de ces plans de relance, on peut avoir des idées sur lesquelles, des actions concrètes sur lesquelles les TPE, PME peuvent investir pour progresser. Je ne vais pas passer en revue, mais il y a des choses assez simples à mettre en œuvre sur lesquelles on voit qu'il y a des axes de progrès. Je pense à bien sûr avoir une stratégie RSE, c'est par là qu'on commence, mais on voit, voilà, même sur les conditions de travail, 57% des PME jugent les systèmes de rémunération opaques ou informels. Voilà, sur l'humain, on peut encore faire des progrès. Les achats responsables, un tiers des PME prennent en compte les critères RSE dans le choix des fournisseurs. Voilà, c'est des leviers assez classiques. On voit ici, avec ces résultats, là où sont les plus gros axes de progrès. Lorsqu'on s'y penche de plus près, comme c'est écrit, et c'est un peu voilà, la chose qu'on a trouvé très intéressante dans cette étude, c'est que finalement, et contrairement à une idée qu'on pourrait avoir, les TPE-PME, ce n'est pas un gros bloc homogène vis-à-vis de la RSE, où on a un peu toujours les mêmes discours de c'est trop compliqué, ça coûte cher, il faut formaliser. Et finalement, on a des profils assez variés, et du coup, une relation de ces TPE-PME à la RSE qui est particulière. Donc, on a distingué 3 grands groupes avec des méthodes statistiques, les collaboratives, pour lesquelles, finalement, la RSE, elle provient avant tout de l'importance du lien social, que ce soit avec les parties prenantes internes et externes. Finalement, c'est l'humain qui est le moteur de la RSE pour ces entreprises. Il y a les locales, où plus que l'humain, ce qui compte pour elle, et c'est pareil, la RSE, elle vient de là, c'est le territoire, une entreprise du territoire, la gestion, j'ai mis entre guillemets, bon père de famille, mais avec le dirigeant qui fait attention, qui fait des efforts pour ses collaborateurs, et la RSE, elle vient de là. Et enfin, des entreprises qu'on a appelées les organisées, où là, on est sur des entreprises qui se sont lancées dans la RSE par la voie de la qualité, de l'amélioration continue, par le fait que voilà, elles sont très process et amélioration continue, et ça va bien dans le système de la RSE. Pour terminer, voilà, en fonction de ces types d'organisations, on peut réfléchir à des accompagnements, et en tout cas des accompagnements plus adaptés, que ce soit les collaboratives en les amenant à progresser sur l'environnement avec des outils tout simples comme un premier bilan carbone, les locales en passant d'une vision où on fait de la RSE par bon vouloir et que ça repose sur quelques personnes, de s'orienter vers plus un potentiel stratégique de la RSE autour des enjeux notamment spécifiques à l'entreprise. Et enfin, sur les organisées, elles ont besoin d'outils aussi pragmatiques que les ISO, que toute cette démarche d'amélioration continue sur l'ensemble des champs de la RSE, et je pense notamment à l'humain. Voilà, pour moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur notre site internet pour lire l'étude, et n'hésitez pas à passer au stand de Goodwill Management pour en discuter. Je vous remercie, au revoir. Bonjour ou rebonjour à chacune, chacun. Voilà donc les leviers tels qu'on peut les imaginer à partir de l'étude dont les résultats viennent d'être révélés et partagés aujourd'hui. Alors, comment réagir et comment peut-être aider les entreprises potentiellement intéressées au travers des réseaux ? Faisons simple, soyons nature.
Oui, nos 5 sens fondent et caractérisent la vie courante. Ils renvoient également à l'intérêt et la valeur ajoutée des réseaux. Si, je vous assure. C'est un clin d'œil, évidemment. Partageons, si vous le voulez bien, quelques retours d'expérience sur le sujet. On a tous besoin de voir la façon dont évolue la connaissance, les idées. Or, une communauté, comme Lucie ou France Qualité, permet justement d'appréhender, en l'espèce, les marqueurs RSE pluridisciplinaires par essence. Qui dit transition écologique dit dimension territoriale, car une entreprise ou un organisme public est au cœur d'un écosystème. Et les réseaux confortent les liaisons entre les parties prenantes avec ce qu'il faut de neutralité, voire de méthodologie, sinon de coordination. Au-delà, rien ne vaut l'écoute, l'ouïe, le dialogue. Une communauté constitue précisément un vecteur privilégié d'échanges ouverts, de confiance mutuelle. Ou comment rencontrer les femmes et les hommes de progrès au quotidien. Sentir les tendances, se préparer pour l'avenir, voilà un autre enjeu. Là encore, le support réseau, les ateliers, webinaires, jouent pleinement en donnant accès aux innovations citoyennes, techniques, digitales. Ce qui s'avère particulièrement déterminant en matière de transition écologique et solidaire. Quant au goût, ne boudons pas notre plaisir, savourons les solutions éprouvées, y compris et surtout celles trouvées par d'autres. Parce que l'utilisation des méthodes et des outils ayant fait leurs preuves, c'est la voie, certes, de l'humilité, de l'efficacité aussi. France Qualité, association représentative des professionnels des démarches d'amélioration continue et de maîtrise des risques, s'attache à fertiliser les meilleures pratiques, les solutions concrètes. Que peut alors apporter France Qualité afin d'accélérer la mutation vers des modèles plus responsables? J'oserais dire en lien avec notre partenaire, l'agence Lucie. Nous valorisons une démarche globale, pragmatique, innovante, participative, qualifiée de nouvelle qualité. Et notre prise de position dédiée au sujet, datant de juillet 2020, incite à développer les synergies qualité-RSE, à viser l'amélioration durable des performances au service de l'ensemble des parties prenantes. Sachant que les entreprises s'appuyant sur un système qualité structuré passent plus aisément que d'autres, on vient d'en avoir une nouvelle confirmation, à la transformation sociétale, environnementale. En outre, l'ancrage territorial de France Qualité facilite la customisation des réponses aux attentes locales. J'ajoute que le rapprochement croissant avec les interlocuteurs Lucie en région crée une sorte de dynamique au carré dont doivent pouvoir bénéficier les acteurs économiques et sociaux sur le terrain. Un chiffre à présent. Parmi les 300 événements organisés chaque année par notre réseau, aujourd'hui, 1 sur 3 traite du lien RSE Excellence, de management global, de compétences citoyennes, contre seulement 1 sur 6 en 2019. Voilà une évolution nette. Oui, France Qualité promeut clairement la RSE. Concernant le fait de sentir les tendances, même convergence du côté de la commission de notre think tank centrée sur le manager qualité du futur. Elle s'apprête à affirmer, j'anticipe pour le coup, que le leader de demain va être de plus en plus impliqué dans l'interaction avec les parties prenantes, la consolidation d'une approche QSE ou QHSE, voire d'une organisation intégrée. Autant de raisons qui nous conduisent à proposer depuis quelques années aux PME-PMI un dispositif dédié de formation, d'accompagnement, de labellisation intitulé Rexelis, avec à la clé une logique
ISO 26000. Et c'est tout sauf un hasard, Salia Mariet fait partie du comité de labellisation. Goûter Excellis, si j'ose dire, franchement, le dispositif est porteur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pierre vient de vous parler des 5 sens. Alors j'aurais pu enchaîner avec le 6e, l'intuition. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez eu une bonne intuition. Alors j'ai donc 6 minutes pour vous convaincre sur le rôle des labels RSE. Premier point. Comment les labels peuvent-ils aider les PME, TPE? J'y ajouterai pourquoi peuvent-ils les aider à transformer, comme ça vient d'être dit, leur modèle économique. Second point, quels sont les fondamentaux d'un label RSE afin qu'il soit crédible et pertinent? En effet, la crédibilité, pourrait dire Lucchini, la crédibilité est fondamentale en RSE. Elle est largement évoquée dans la norme ISO 26000 et a même fait l'objet d'une norme nationale. Pour la crédibilité, le message est clair. No washing. No washing sur l'ensemble des phases d'une démarche RSE. Et actuellement, la commission normative, nous finalisons un document de mise en œuvre de la RSE et la démarche RSE y est présentée en 4 phases. La première, clairement, détaille les étapes de mise en œuvre de la démarche. La deuxième aborde l'évaluation de la démarche fondamentale. La troisième concerne la communication interne et externe. Et la quatrième, parfois oubliée ou survolée, est la reconnaissance de la démarche par les parties prenantes. Alors j'ai extrait ce schéma, bon il est simplifié ici, pour répondre aux 2 questions, comment et pourquoi. Comment un label va-t-il permettre à une PME, TPE, d'une part, de faire évoluer son business model, d'autre part, de répondre aux attentes des parties prenantes? La transformation de l'entreprise commence dès la première phase par l'intégration de la RSE dans l'ensemble de l'organisation, comme le préconise ISO 26000. Intégration dans la stratégie, les enjeux de la PME-TPE face à ses risques et à ses opportunités. Intégration dans ses échanges avec les parties prenantes, intégration dans ses activités concrètes, opérationnelles et ses plans d'action. Et intégration, enfin, dans son suivi de résultats, bien sûr, afin de les améliorer. Alors nous avons fait un focus sur l'évaluation, précisément. Et pour cette phase fondamentale, nous avons identifié dans le document, il va sortir dans quelques mois, 4 niveaux de crédibilité. Premier niveau, l'auto-évaluation. Pourquoi pas? En démarche qualité, on a bien des audits internes, alors pourquoi pas des évaluations internes en RSE? C'est utile, nécessaire, mais pas suffisant. Rappelons que l'auto-évaluation peut conduire à une auto-déclaration. C'est finalement la démarche des grands groupes soumis à la réglementation. Parenthèse qui n'était pas sur mon document. Et si cette auto-déclaration et le rapport détaillé qui apparaît sur la diapo sont revus par un organisme tiers indépendant, les fameux OTI, le niveau de crédibilité passe à 2. Si l'évaluation est externe, qui est plus courant, menée intégralement par un tiers indépendant, avec son regard neutre donc, le niveau de crédibilité passe à 3. Et si en plus des parties prenantes participent à cette évaluation, pilotée par l'OTI, on est en niveau 4. Alors, où est le label, me direz-vous? Au sens large, il est là, derrière le rapport d'évaluation, le rapport. En effet, un label, c'est quoi? Par définition, un label, c'est une garantie de qualité d'un produit, d'un service, ou en l'occurrence ici,
d'une organisation sur la base d'un référentiel. La source des référentiels, elle est mentionnée en haut de la diapo, à droite, ISO 26000. Les labels Lucie 26000, AFNOR engagé RSE, EcoCert 26000, CAD 26000, Rexelis, etc. sont tous en ligne avec NF, EN, ISO 26000. EN, c'est devenu il y a quelques mois également une norme européenne. Alors ça, c'était pour le comment ou avec quoi. Quant au pourquoi, il est essentiellement là. Le pourquoi, c'est effectivement tout simplement être reconnu par ses parties prenantes, les clients, les salariés, les investisseurs, les acteurs de la société en général, etc. Et ces parties prenantes donc deviennent là les juges de paix, de la crédibilité. Alors quels sont leurs critères? C'est simple, les mêmes que pour toute démarche de progrès, qualité, environnement, santé, sécurité, qu'on soit en ISO, en EFQM, etc. En l'occurrence, que les engagements politiques soient clairs au niveau de la gouvernance et partagés, ce qui n'est pas évident, que les choix stratégiques soient pertinents, déjà dit, c'est-à-dire simplement adaptés aux réalités des activités, au niveau d'impact, au pluriel, constaté, aux attentes des parties prenantes, matérialité. Dirait alors encore Lucchini, matérialité quand tu nous tiens, que le déploiement aussi soit réel, robuste et structuré, et que les résultats soient mesurés, analysés, améliorés, etc. En clair, les 6 fondamentaux d'un label RSE sont liés tout simplement aux 6 vecteurs de crédibilité de la démarche. 1. Engagement sincère de la gouvernance. Sincère. 2. Dialogue avéré avec les parties prenantes. Avéré. 3. Pertinence ou adéquation de la démarche. 4. Formalisation, structuration, robustesse donc. 5. Reconnaissance des parties prenantes. Et 6. Amélioration continue de la démarche et de ses résultats globaux par retour d'expérience, mais également par comparaison. Alors, la bonne nouvelle, dans notre pays gaulois, si particulier, une bonne nouvelle qui inspirera, on l'espère, nos amis européens et d'autres, c'est que nos gouvernants ministériels ont un projet. Eh oui. 2 rapports, on les voit sur l'écran, l'un émis par la plateforme RSE de France Stratégie, l'autre remis à Olivia Grégoire à Bercy, vont aboutir à une charte nationale des labels, une charte de crédibilité des labels et bien sûr ISO 26000 Inside CQFD. Merci à vous. Et enfin, pour finir, donc moi je vais vous parler du coup du partenariat avec France Qualité, ce qui nous a amené à nous associer et ce que nous allons faire ou ce que nous faisons déjà ensemble autour de la thématique de la RSE. Donc clairement, ce qui nous a amené à nous associer en tant que partenaire, c'est notre intérêt commun de promouvoir la RSE auprès des entreprises et de leur fournir toute l'aide possible pour les accompagner dans cette transition. Donc autour de partage notamment de bonnes pratiques. Partager, ça permet justement de trouver des solutions ensemble à travers l'intelligence collective. C'est comme ça qu'on progresse. Valoriser les organisations aussi, celles qui s'engagent et qui poussent en avant aussi pour donner aussi envie aux autres de s'engager. Et puis aussi de promouvoir la RSE et l'excellence en général autour des entreprises.
Ce que nous allons mener ensemble comme action, c'est notamment donc pour le partage des bonnes pratiques et pour travailler sur les thématiques, les enjeux sociaux et environnementaux, notamment dans le cadre de la trajectoire Lucie 2030 que nous avons lancée l'année dernière, qui vise en fait à mettre la barre plus haut pour les entreprises, même si elles sont aujourd'hui labellisées, pour répondre à l'urgence et aux enjeux notamment de réchauffement climatique, etc. Il faut accélérer le mouvement et aller encore plus loin dans la RSE, dans la transformation de leur modèle économique et social. Et cette trajectoire, c'est tout simplement 15 objectifs à atteindre à horizon 2030, des objectifs quantitatifs, comme par exemple en termes d'émissions de CO2, réduire de minimum 55% ces émissions de CO2 et avec une cible à moins 70%. Donc c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour justement répondre à cet enjeu de réchauffement climatique. Et donc, nous allons travailler ensemble avec France Qualité pour faire rencontrer nos communautés d'entreprises et les faire travailler sur ces sujets. L'objectif, c'est de faire des événements ensemble. Donc aujourd'hui, France Qualité, clairement, axe leurs événements autour de la RSE. Donc on va mener ensemble des événements comme des webinaires, des conférences, comme nous le faisons aujourd'hui, et notamment autour de la labellisation, comment ça peut accompagner les entreprises dans leur transformation. Et aussi produire du contenu, des livres blancs, des articles, pour apporter de la réflexion, des outils aux entreprises. Donc on l'a vu à travers les différentes interventions. Aujourd'hui, tous les acteurs se mobilisent. L'État, à travers le plan de relance, qui va permettre d'accompagner cette transition. Les entreprises elles-mêmes, avec les investissements qu'elles mobilisent. Également les TPE, PME, on voit qu'elles ne partent pas de zéro, qu'elles sont déjà engagées en matière de RSE. Et on voit qu'elles ont besoin d'accélérer le pas sur l'aspect environnemental. Et puis, les réseaux, les labels aussi se mobilisent pour accompagner aussi cette transition, donc, que nous espérons aujourd'hui voir s'accélérer et se mettre en œuvre. Donc merci beaucoup pour votre attention et maintenant il nous reste quelques minutes pour vos questions, donc nous vous écoutons. Peut-être en attendant, moi je voulais vous poser une question à Anthony. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui le plan de relance est suffisant pour notamment accompagner les entreprises et les TPE, PME sur le plan notamment environnemental, comme on a vu, elles ont besoin d'accélérer? Ouais, très clairement, je pense qu'il est plutôt bien calibré parce qu'il y a un sujet sur l'environnement. Et donc, il y a quand même un tiers du plan de relance qui est dédié à ce sujet-là. En même temps, il y a également un tiers qui est dédié à la compétitivité des entreprises. Donc, c'est vraiment un plan un peu différent des plans précédents, puisque ce n'est pas un plan de relance par la demande, c'est vraiment un plan de relance par l'offre. Et les sommes qui sont dédiées sont assez considérables. Je crois que ça représente 4% du PIB en France. Alors, 4% du PIB, c'est quand même quelque chose. De tête, je n'ai pas le souvenir qu'on ait fait une aide aussi conséquente vis-à-vis des entreprises notamment. Après, ce qui va faire que ce plan fonctionne ou non, c'est la dimension du multiplicateur. Voilà. 100 milliards, combien 100 milliards vont engendrer de gains? Et c'est encore un petit peu tôt pour dire que ça fonctionne bien, ça démarre plutôt bien. Voilà, il va falloir un petit peu attendre, mais les sommes consacrées représentent 4% du PIB et c'est quelque chose de relativement inédit en France. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça veut dire qu'on a été très clair, alors on a bien répondu.
concrètement. Je réponds. Les aides gouvernementales, en fait, elles fonctionnent par... alors, il y a les aides pour les entreprises et également des aides pour les particuliers. Moi, je m'y connais surtout pour les aides en entreprise. C'est vraiment des appels à projets. Donc, le gouvernement met à disposition pour tous les acteurs sur une plateforme les différents projets pour lesquels des sommes sont disponibles et allouées. Et donc, les entreprises doivent en fait répondre à des projets pour débloquer ensuite ces fonds. C'est comme ça que ça se passe très concrètement. Et le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment, la première colonne, vous aviez vraiment les sommes allouées pour des projets en lien avec la transition énergétique. Et ensuite, on avait justement le nombre de dossiers déposés, le nombre de dossiers acceptés et les sommes ensuite qui ont été versées à ces entreprises. Donc là, c'est des données assez macro. Mais voilà, tout passe par vraiment une plateforme, la plateforme du gouvernement. Salia, si tu le permets, juste un petit mot en complément de ce que vient de dire Anthony. Nous, on voit en ce moment, au sein du réseau France Qualité, beaucoup d'entreprises venir nous voir, nous solliciter, justement du fait de ce grand mouvement. Autrement dit, il y a un autre effet vertueux dont on parle un peu moins, c'est que ça centre beaucoup d'entreprises, notamment des PME, PMI, sur une logique, en gros, je vise le progrès durable, donc je dépose un projet, et donc je structure encore en amont ma démarche RSE et la façon de fonctionner avec les parties prenantes. Ça a l'air de rien, mais c'est un autre effet vertueux. Et nous, on le voit dans les contacts. Franchement, ça aussi, ça augure plutôt bien de l'avenir, me semble-t-il. Eh bien, si pas d'autres questions, nous vous remercions. Ah, si. Bonjour, merci pour vos présentations très intéressantes. J'avais une question sur les labels RSE et la démarche en 4 points, je crois, et notamment sur la partie de l'évaluation de la crédibilité des labels. J'ai pas bien compris comment s'organiser cette évaluation, si c'est votre réseau qui le fait, si c'est un organisme différent, enfin comment ça se passe vraiment? Salia a évoqué donc le label Rexelis, qui est une offre de service de France Qualité. Et en ce qui me concerne, j'avais évoqué des labels plus connus. En fait, les leaders sont AFNOR, engagé RSE, le label Lucie, EcoCert sur des champs un peu différents, des labels crédibles, hein, tout cela, et qui ont déjà prouvé leur efficacité. En ce qui concerne la crédibilité, j'ai évoqué un texte normatif. Donc la commission de normalisation qui s'appelle DDRS, Développement durable, responsabilité sociétale, travaille depuis la rédaction d'ISO 26000, puisque la rédaction avait demandé 5 ans à l'époque, et depuis 2009-2010, on a publié des guides pratiques pour la mise en place d'ISO 26000. Et les derniers en date, un travail en cours presque fini sur les sociétés à mission, les aspects pratiques des sociétés à mission. Ça veut dire comment vont travailler les vérificateurs, donc destinés aux vérificateurs, hein, pour notamment là où on va toucher à des choses assez importantes, les statuts, des choses comme ça. Ces actions-là se vérifient. Donc un autre exemple que j'ai cité, c'est effectivement la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, la crédibilité est fondamentale. Ça veut dire que contrairement à ces 3 ou 4 labels, les leaders que j'ai cités, d'autres labels sont un peu légers. En tous les cas, ça a été le constat des 2 rapports. Le rapport de la députée Coralie Dubost et son équipe, et puis le rapport qui a été fait par la plateforme. Donc quand on met en œuvre la RSE, les indications précises de crédibilité sont fondamentales. Comment on peut être sûr, pour une entreprise qui va investir, un label ça coûte, et ça effectivement, on a un retour sur investissement, clairement. Comment on peut être sûr que ces labels sont crédibles? Moi, je dis que Lucie, AFNOR, EcoCert sont crédibles, simplement parce qu'il y a l'expérience, il y a la robustesse, il y a tous les critères que j'ai cités, la conformité, le mot n'est pas utilisé, mais en tous les cas, l'alignement avec ISO 26000, etc. Donc, un texte va sortir dans quelques mois là-dessus.
qui sera clair, hein, parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Ces labels sont crédibles, on peut le prouver, d'autres le sont moins. Quels sont les critères de crédibilité à expliquer aux entreprises et autres organismes qui ont envie d'être évalués? Une question ici. Oui, vous m'entendez comme ça? Il faut le parler. Oui, bonjour. Une question sur la démarche des entreprises qui font appel à vous pour être labellisées. Est-ce que ce sont des entreprises déjà matures qui finalement auront relativement de facilité à obtenir un label, ou c'est des entreprises qui sont finalement assez peu matures et du coup le parcours vers le label va leur permettre d'accélérer, de structurer leur démarche, s'il vous plaît? En fait, on a les deux. On a les deux et du coup, chez Lucie, on a plusieurs dispositifs qui permettent de répondre à ces deux besoins. On a effectivement des entreprises qui sont déjà matures, qui ont déjà une démarche RSE structurée, qui ont déjà réfléchi à leur stratégie, et la labellisation va leur apporter cette valorisation pour pouvoir communiquer auprès de leurs parties prenantes sur cet engagement. Et puis d'autres entreprises qui en fait sont tout début de réflexion, elles sont convaincues d'y aller, que ça a du sens pour l'entreprise, mais elles ont besoin d'être accompagnées. Donc par de la formation, par des outils, notamment pour s'évaluer, s'auto-évaluer, ou pour avoir des exemples de bonnes pratiques, participer à des ateliers de travail, être accompagné par des experts, des consultants experts partenaires chez Lucie. Donc il y a en fait les deux types d'entreprises. La proportion actuelle est plutôt du côté des matures ou du côté des en devenir? Je dirais plutôt du côté des matures, qui en fait on constate que la crise sanitaire et la crise économique qui s'ensuit n'a pas du tout mis un frein à l'engagement RSE. Au contraire, ça a créé une impulsion et on a énormément beaucoup plus de sollicitations aujourd'hui, et notamment on le voit à travers la communauté Lucie qui a presque doublé en 2 ans, d'entreprises qui veulent s'engager, et ça c'est hyper positif. Dans tout ce qu'on a vécu de difficultés avec ce qui est arrivé, ce qu'on peut en retirer, c'est vraiment la mobilisation, et on voit une impulsion de la part des entreprises. Eh bien, pas d'autres questions? Merci beaucoup, excellente journée et à très bientôt.